Un lieu, deux histoires, bienvenue dans La Belle Histoire. Nous sommes ici à Fontainebleau, le château de Napoléon. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a séquestré ici pendant 1 an et demi le pape. C'est incroyable, mais de juin 1812 à janvier 1814, le pape Pie VII est enfermé par Napoléon à Fontainebleau. On ne résiste pas impunément à l'empereur. Le 25 novembre 1804, en forêt de Fontainebleau, s'avance une voiture. Et puis un homme somnole, c'est Pie VII. Il est là et soudain... Alors pourquoi cette séquestration impensable? Comment le pape a-t-il été amené et enfermé ici? C'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui. La deuxième histoire nous emmènera à quelques kilomètres de là, 150 ans plus tard, dans le monde des arts et de la culture. Le 11 octobre 1963, la France se réveille en apprenant la mort d'Édith Piaf. Quelques heures plus tard, Jean Cocteau meurt à son tour. Deux monstres sacrés quittent ce monde dans la même journée, et ce n'est certainement pas un hasard. On prétend qu'il est mort d'émotion en apprenant la mort d'Édith Piaf. Est-ce que cette nouvelle est réelle? Avec Myriam Bounafa, avec François Reynard, comment et pourquoi Napoléon a-t-il séquestré le pape? Piaf a-t-elle emporté Cocteau? La Belle Histoire en forêt de Fontainebleau, C'est parti. Après les années anticléricales de la Révolution, Napoléon signe en 1801 un concordat qui rétablit le culte catholique comme religion dominante des Français. Le pape est ravi, mais quelques mois plus tard, trahison. Bonaparte modifie l'accord et prend le contrôle de l'Église. Pie VII s'y oppose, le bras de fer entre les deux hommes commence. Un pape à Fontainebleau, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il est déjà venu? Alors pour comprendre pourquoi il y a le pape qui vient à Fontainebleau, il faut revenir sur l'idée des relations de Napoléon ou de Bonaparte avec le pape. En 1801, c'est les amours au beau fixe, d'accord? On a signé le concordat, tout va bien, etc. Ensuite, le deuxième épisode, c'est que Bonaparte, qui était premier consul, il veut devenir empereur. Et pour ça, il a besoin que le pape vienne à Paris pour son couronnement, mais il ne veut pas que ce soit le pape qui le sacre, parce qu'il veut dire, Napoléon, c'est tout vient de moi. Voilà. Lorsque le pape arrive pour la première fois à Fontainebleau pour le sacre de l'empereur, il ignore l'accueil qui l'attend et n'imagine pas une seconde que dans quelques années, cet empereur l'y retiendra prisonnier. Christophe Beyeler y est de son plein gré et connaît lui aussi très bien les appartements du pape à Fontainebleau. Ça, c'est de l'équipement, ça. Hein. Ça vous impressionne, hein? Pas mal, pas mal. Je vous remercie. Pas mal, pas mal. Surtout le caméraman, sympathique, pas de maladresse. Ne bougez pas, ne bougez pas. Hop. Le 25 novembre 1804, en forêt de Fontainebleau, s'avance une voiture. Et puis un homme somnole, c'est Pie VII. Il est là et soudain, des chiens. Que se passe-t-il? Et par la portière, il voit des chiens et un homme. Un homme qui descend d'un cheval blanc et l'attend. L'attend où? Là. Entre les deux, une flaque de boue. Et Pie VII, réveillé, comprend qu'il descend, il doit descendre, et floc de ces mules blanches qui souillent dans cette boue, il va à la rencontre de l'empereur. De Napoléon. Le décor est campé, Napoléon à la main, il a fait venir le pape de Rome, il le reçoit avec des égards apparents et des affronts à peine masqués à Fontainebleau, et même il va immortaliser la chose. C'est la première fois que Napoléon voit Pie VII dans sa vie, il veut lui en mettre plein la vue. Lui rappeler qui est le patron. On peut dire ça. Nouvelle humiliation pour Pie VII. Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale de Notre-Dame, Napoléon se couronne lui-même, reléguant le pape au rang de simple spectateur. On dit souvent que Napoléon a arraché la couronne des mains du pape. Non, pas du tout. On a la preuve que tout ça avait été négocié auparavant. Négocié peut-être, mais en contrepartie, Pie VII n'obtient rien et quitte Paris bredouille. La relation entre les deux hommes continue de se dégrader lorsqu'en 1806, Pie VII refuse le blocus continental imposé par Napoléon. Napoléon, il s'est mis à conquérir toute l'Europe, comme chacun sait, et il y a un grand ennemi qu'il garde, c'est l'Angleterre.
Alors l'Angleterre, elle dit, pour essayer de torpiller son grand ennemi Napoléon, on va empêcher tous les bateaux de sortir de l'Atlantique. La flotte anglaise va torpiller les bateaux. Donc Napoléon y répond en disant on va faire le blocus continental. Ça veut dire on va empêcher à tous les Anglais de vendre leurs produits dans toute l'Europe continentale. D'accord ? C'est le blocus continental. Tout le monde doit faire ça, parce que si vous ne le faites pas partout, ben c'est foutu. Voilà. Et il y a un État qui refuse de faire ça, qui est l'État du pape. Et le pape dit non, moi je suis neutre, je ne veux pas me mêler de vos histoires, etc. Donc Napoléon est furieux de ça. Le conflit s'envenime au point qu'en juin 1809, Napoléon fait envahir les États pontificaux. Le pape n'a rien à lui opposer, il n'a à lui opposer qu'une chose, c'est l'excommunication. Pie VII excommunie Napoléon. Il entre dans une rage folle, traite le pape de vieillard imbécile, de gâteux, etc. Et il dit qu'il faut s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là qu'un général de gendarmerie, Radet, en juillet 1809, envahit le Vatican et fait prisonnier le pape, qui va être conduit à Savone, dans la région de Gênes. Alors, Napoléon n'a pas directement ordonné l'arrestation du pape, c'est un général français qui était à Rome qui en a pris l'initiative. Napoléon l'a regretté par la suite en disant « mais bon, on est peut-être allé un petit peu trop loin », mais comme souvent, le vin étant tiré, il l'a bu jusqu'au bout. Et là, Fouette Cocher, en 43 jours, on va lui faire traverser la Toscane, le Piémont, le Prince Borghese à Turin, dit mais c'est un cadeau encombrant, on continue la route. On lui fait franchir les Alpes, il arrive à Grenoble, Romans, Valence, Avignon. On voudrait que ce fût un voyage secret, les rideaux fermés. Ouais. Mais la population afflue, pleine de vénération. Cafouillage complet. Le pape restera en résidence surveillée à Savone pendant 3 ans. Isolé, il dispose néanmoins d'une arme redoutable, son pouvoir spirituel. Sans sa bénédiction, les prêtres et les évêques nommés par Napoléon n'ont aucune légitimité. Dans les diocèses, c'est la paralysie et l'ordre public, si cher à Napoléon, est menacé. Pour Napoléon, le pape aurait dû, sans discuter, investir les évêques que Napoléon avait désignés, point final, quoi, hein. Et c'est là le conflit, c'est-à-dire cet homme lui résiste. Napoléon ne fait pas de fioriture quand on lui résiste, hein. Bon, il me résiste, je le mets en résidence surveillée. Et puis quand il aura fait quelques années de résidence surveillée, il finira par me dire ok, c'est vous qui aviez raison, et il cédera. C'est donc pour parvenir à ses fins qu'en juin 1812, Napoléon fait rapatrier le pape près de lui, à Fontainebleau. Il quitte Savone le 9 juin, nous sommes donc en 1812, le 9 juin 1812, dans des conditions terribles, dans la mesure où c'est une voiture fermée, lui-même est vêtu de noir, de façon à ce qu'on ne sache pas que le pape se déplace. Parce que si les gens le savaient sur le parcours, ils pourraient se précipiter. On a même teint en noir les mules blanches du pape, c'est tout dire. S'en suivront 10 jours d'un voyage épouvantable. Pie VII arrive ici en juin 1812, en piteux état. Alors, il a failli mourir. Quand on... Il a reçu l'extrême onction au Mont-Cenis. Non. Donc il arrive ici, il est très malade. Il est très malade et il va mettre un certain temps à récupérer. C'est donc un pape isolé et affaibli que l'empereur va avoir entre les mains, sans que personne ne vienne à son secours. Donc en gros, si je comprends bien, ici on met un pape en prison, on l'enferme, on le séquestre et personne en Europe ne bouge. Mais qu'est-ce qui peut dire quelque chose contre Napoléon? Il a envahi l'Espagne et le Portugal, donc il n'y a plus de Portugais, c'est son frère qui est au pouvoir. La Hollande, tout ça est à lui. Les seuls ennemis de Napoléon, les seuls qui lui résistent à ce moment-là, les grands personnages d'Europe, c'est l'Angleterre. Les Anglais, le pape, les Anglais, ils sont anglicans, ils ont rompu avec le pape des siècles avant, alors il peut faire ce qu'il veut avec le pape, il s'en fiche. Hein. Et puis d'autre part, l'autre grand personnage de l'Europe, c'est le tsar de Russie, mais le tsar de Russie, il est orthodoxe, donc lui, le pape, il s'en fiche aussi. Napoléon, nous Français du XXIe siècle, on a une espèce d'idée glorieuse, etc. En France, c'était un dictateur, hein, tout était interdit, le courrier était fouillé, etc. C'était pas Bachar al-Assad quand même, mais enfin, c'était quand même quelqu'un qui interdisait tout, donc on n'avait pas le droit de s'opposer à une décision de Napoléon. Pour maintenir la paix civile, Napoléon, lui, a besoin du pape. Dans sa folie des grandeurs, il a même déjà commencé des travaux pour installer le Saint-Siège à Paris. Mais tout cela s'opère dans le plus grand secret. C'est beau ça, hein? Le pape Pie VII
arrive à Fontainebleau, rien n'est prévu. Mais oui, tout se fait avec une telle précipitation. Le concierge n'ouvre pas, il n'a pas d'instruction. Donc dans un premier temps, on le stocke, si j'ose dire, on le gare, on le met, on en dispose dans une maison qui relève des bâtiments. Et puis quand de Paris, régime centralisé, l'ordre arrive, on ouvre et, eh bien, prisonnier qu'il est, il le prend place dans l'appartement qu'il a connu en 1804. Ici. Voici donc le pape détenu dans ces appartements qu'il avait déjà occupés lors du sacre de l'empereur. Il y restera sans le voir pendant 7 mois, jusqu'au 19 janvier 1813. Ce jour-là, à la faveur d'une chasse à courre, Napoléon daigne venir le voir, bien décidé à le faire plier. Napoléon déboule et l'un et l'autre tombent dans les bras. Il dit à Picette « Mio padre » et celui-ci lui répond « Mio figlio ». Et on commence des négociations. Et donc il y a tout un numéro de séduction de Napoléon pour dire au pape, comprenez, vous avez tout intérêt à ce que nous nous entendions, car vous allez devenir plus puissant que ne l'avaient été les papes de l'ancienne Rome, puisque vous serez à Paris, dans la capitale du Grand Empire. Et à cette manœuvre de séduction, le pape ne répond que par un mot, commediante, comédien. Napoléon, entendant ce mot comédien, s'énerve, fonce sur le pape, se retient et lui dit « Comédien, moi oui, comédien, un acteur, mais moi je ne suis pas un acteur, je suis un auteur. Les acteurs, ce sont tous ces souverains, c'est vous-même, dont je tire les ficelles, vous êtes des pantins, des acteurs, mais moi je suis, je ne dis pas le metteur en scène, mais je suis le maître de l'ouvrage, c'est moi qui écris la pièce et pas vous. » Donc une scène extrêmement violente, et à l'issue de cette scène, le pape le regarde et lui dit « Tragédiante », c'est-à-dire tragédien. Napoléon reviendra voir le pape tous les jours, pendant 5 jours, jusqu'à ce que, à bout de force, Picette cède et signe le Concordat de Fontainebleau. Après la signature extorquée, arrachée, le 25 janvier 1813 par Napoléon, de ce texte qu'on appelle un peu vite Concordat, Picette, peu à peu, est prostré. Il sait qu'il comprend qu'il a été joué et il se sent indigne. Il se sent indigne de sa charge de vicaire du Christ, de celui qui doit tenir le gouvernail de la barque de Pierre. Et là, pendant plusieurs jours, il ne va pas célébrer la messe. Il se sent indigne. Ah ouais, il a fait une boulette, hein. 3 jours plus tard, le pape se rétracte, mais sa détention à Fontainebleau durera encore 1 an et demi. De son côté, débordé par ses défaites militaires, Napoléon préférera le libérer avant d'abdiquer en avril 1814. En mai, Picette retrouvera ses appartements à Rome. Et surprise, il ne montrera aucune rancune. Au moment où Napoléon va être à Sainte-Hélène, le pape interviendra pour que son sort soit adouci, pour qu'on puisse le laisser revenir, finir sa captivité en quelque sorte, ou en Europe ou aux États-Unis. Il va prendre sous sa protection toute la famille Bonaparte, et notamment la mère de l'empereur, à Rome. Il va leur permettre de s'installer, il va les aider, il va les protéger. Et ça, c'est tout à fait, enfin c'est vraiment le pardon des péchés, en quelque sorte, porté à un très très haut niveau par ce pape qui est un vrai pasteur. Ainsi, ce pape fragile, malade et âgé aura réussi à vaincre cet empereur qui se prenait pour le maître de l'univers. Picette restera dans la mémoire catholique comme un pape ayant su résister à l'autoritarisme. Il devrait être prochainement béatifié. Picette, ce sera le dernier pape à venir en France. Après, c'est Jean-Paul II, c'est énorme. Ça veut dire quoi? L'Église est rancunière, veut plus du tout poser un pied en France? Non, on ne peut pas dire les choses comme ça. Tout simplement parce que la plupart des papes ne voyageaient pas. Parce que l'idée que les papes voyagent, c'est Jean-Paul II qui l'a fait et son prédécesseur Paul VI. C'est le premier qui a commencé à voyager, mais peu. Jean-Paul II, lui, il a systématisé ça, mais c'est le premier. Donc il vient en France, d'accord, comme il est allé partout. Le précédent, il aurait pu aller en France, il n'est pas allé en France. Ah, c'est le premier à avoir donné une sorte de représentativité. La du plupart pape. des papes, jusqu'à ce moment-là, ils pensaient qu'ils devaient parler ex cathedra, depuis leur chaire, depuis leur siège de Saint-Pierre, qui n'avaient pas à aller dans les pays. C'était les évêques qui venaient les voir. Et Jean-Paul II, il renverse ça. Il dit qu'il faut aller voir les catholiques dans leur pays. C'est ça qui fait qu'il deviendra très populaire. Voilà. François, on quitte Fontainebleau, je t'emmène à Milly-la-Forêt. Allons à Milly-la-Forêt. Tu connais Cocteau? J'adore Cocteau. Ouais.
voici à Milly-la-Forêt, à quelques kilomètres du château de Fontainebleau. C'est ici, dans cette maison achetée avec l'acteur Jean Marais, que l'un des plus grands esprits du XXe siècle, Jean Cocteau, s'éteint le 11 avril 1963, 2 heures seulement après Édith Piaf, comme si la mort de la môme avait provoqué la sienne. Il aimait beaucoup Édith, mais je ne pense pas que ce soit la mort d'Édith qui ait provoqué la mort de Jean. Dans la même journée, la France perd donc sa plus grande chanteuse, la voix la plus populaire du XXe siècle, et celui qu'on appelle le prince des poètes, Jean Cocteau, génial touche-à-tout, peintre, écrivain, cinéaste, académicien, et plus encore. Cet homme dispersé touche à tout, il est unique en son genre dans cette période-là? C'est l'impresario du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est celui qui est partout où ça bouge, où ça change, où, voilà. C'est le pif. C'est le branché permanent, mais peut-être la comparaison paraîtra trop flatteuse pour l'un ou pour l'autre, je ne sais pas, mais il a un côté Bec-Bédé, si vous voulez. Il y a un côté, d'accord, c'est-à-dire que, voilà, pendant la guerre 1917, on dit on va faire un ballet, est-ce que vous pouvez nous faire un ballet? Il dit oui, pas du tout, absolument, je vais vous faire l'argument de ce ballet. Il demande à ses grands amis de l'aider. C'est qui ses grands amis? Celui qui fait les décors, c'est Picasso, celui qui fait la musique, c'est Erik Satie. Ah, il a un bon voilà, réseau, ouais. Toujours. Alors, la mort d'Édith Piaf a-t-elle pu entraîner celle de Cocteau? C'est en tout cas ce que les médias s'empressent de conclure à l'époque. Pour en savoir plus, il faut aller sur place, chez Jean Cocteau, où rien n'a bougé depuis 50 ans. Dominique Marny et sa petite nièce. Ça va très bien. Vous accueillir. Et elle a bien connu cette maison. Nous sommes le 11 octobre 1963. Piaf vient de mourir. Cocteau est ici. Il reçoit un coup de téléphone d'un journaliste qui lui demande ce qu'il ressent en ayant appris la mort de Piaf. Et il l'apprend de façon très brutale. Personne ne le prépare, il l'apprend au téléphone. Parce qu'à ce moment-là, justement, la presse veut savoir des choses. Il s'y attend, il s'y attend pas. Non, on ne peut pas s'y attendre parce qu'elle était malade, mais enfin, personne ne disait qu'elle allait mourir du jour au lendemain. Donc il ne s'y attendait pas. Bien évidemment que c'est un choc, d'autant qu'elle est beaucoup plus jeune que lui en plus. C'est donc par un journaliste qui lui commande un hommage à Piaf que Cocteau apprend la mort de son ami. En réalité, Piaf était morte la veille. Mais comme elle souhaitait mourir à Paris, chez elle, elle était à Grasse à ce moment-là. Son corps a été rapatrié dans la nuit du 10 au 11 en ambulance sur Paris, dans le plus grand secret. D'ailleurs, ça s'est su quelques années après. Et on a officialisé donc son décès le 11 octobre à 7h du matin. Et donc Cocteau l'apprend en direct à 11h du matin. Malgré le choc, Cocteau commence à rédiger l'article qu'on lui a demandé. Mais il ne l'achèvera jamais. Il se sent pas bien et il monte dans sa chambre. Il s'allonge sur ce lit. Son fils adoptif, Édouard Dermite, vient à son chevet et c'est lui qui prend la décision et d'appeler le médecin. Et puis quand on se rend compte que tout va très mal, il appelle immédiatement Jean Marais. Ah, il appelle Jean Marais? Bien sûr. Jean Marais arrive immédiatement parce que la relation était amoureuse au début, puis elle est devenue extrêmement affectueuse. Et enfin, c'est une relation d'amour, vraiment. Quand Jean Marais arrive, l'homme de sa vie, Jean Cocteau, est déjà parti. Il le veillera toute la nuit. Et on prétend qu'il est mort d'émotion en apprenant la mort d'Édith Piaf. Est-ce que cette nouvelle est réelle? Il aimait énormément et admirait énormément Édith Piaf. Évidemment, on lui a téléphoné pour lui demander de parler d'Édith, de faire un hommage à Édith. Une demi-heure avant sa mort, sa propre mort, qu'il ignorait. Il est mort d'un édème des poumons, son cœur a flanché. Il aimait beaucoup Édith, mais je ne pense pas que ce soit la mort d'Édith qui ait provoqué la mort de Jean. Pourtant, ce que Jean Cocteau a le temps d'écrire avant de disparaître invite précisément à penser le contraire. À midi, il écrit son papier et il dit « c'est ma dernière journée dans ce monde ». Et il le dit d'abord à sa fidèle cuisinière qui s'appelle Juliette. Il lui dit « c'est ma dernière journée dans ce monde ». Et ensuite, il écrit un papier « le bateau est en train de couler, c'est ma dernière journée sur Terre ». Il écrit cela à midi et il décède 1 heure après. Le bateau achève de couler. C'est ma dernière journée sur cette terre. Troublante prémonition. Mais la mort, Cocteau l'a tutoyée tout au long de son œuvre. Quand elle arrive, il a déjà subi 2 crises cardiaques et il sait qu'elle l'attend. Écoutez ce qu'il disait déjà 3 ans plus tôt.
Je ne sais ce que le dernier acte me réserve, mais je n'aimerais pas le savoir. La vie des poètes est une tragédie, et il faut un dernier acte. Que la mort y baisse le rideau. De cette mort, je n'ai aucune crainte. Je n'ai peur que de la mort des autres. Des mots qui résonnent étrangement quand on connaît la fin de la vie du poète, comme happé par la mort de Piaf. Quelques années plus tard, Jean Marais semble en être encore sidéré. Quand je pense à ce qu'a écrit Jean Cocteau sur la mort, et qu'il le personnifiait toujours par une femme, qu'il soit mort le même jour et presque à la même heure, est une chose fantastique. Si on leur avait dit vous mourrez le même jour, on n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Édith Piaf avait rencontré Jean Cocteau à la fin des années 30. Elle lui avait demandé une chanson. Il lui a écrit une pièce de théâtre, Le Bel Indifférent. Depuis, leur amitié n'a jamais cessé. Et quelques jours avant leur mort, Cocteau et Piaf se parlaient encore au téléphone. Ils étaient quand même très proches. C'était une amitié forte puisqu'ils s'écrivaient très souvent. On a de très nombreuses lettres qui subsistent encore aujourd'hui. Et ils se téléphonaient très souvent, quasiment tous les jours. Il y a beaucoup plus de liens entre eux qu'on ne s'imagine en fait. En tout cas, il y a des liens psychiques très forts entre eux, ça c'est certain. Il la conseille, il lui donne des armes pour... Non, je pense que ce sont tous les deux des écorchés vifs. Elle a envoyé une lettre à Cocteau où elle lui disait « Écoute, Jean, nous ne nous voyons pas souvent, mais j'ai besoin de te dire combien je t'aime et combien, quand je suis avec toi, j'ai envie de te protéger. Et au fond, c'est l'inverse qui se passe, c'est toi qui me protège des autres. » Ils savaient tous les deux quel prix ils avaient payé durant toute leur vie pour finalement donner à un public ce qui les faisait vivre et ce qui les habitait. Je crois que c'était ça qu'ils partageaient. Ils savaient très bien quel prix ils avaient payé tout au long de leur vie. Et est-ce qu'ils savaient tous les deux qu'ils arrivaient sur la fin de leur chemin? Cocteau, c'est certain. Piaf, je ne sais pas. Metteur en scène jusque dans l'au-delà, Cocteau avait demandé dans ses dernières volontés à être embaumé. Élégant jusqu'au bout, il n'aura rien laissé au hasard. On dit, et je crois que c'est vrai, que Cocteau aurait fait un lifting au mois de septembre alors qu'il savait ses jours comptés. Sachant qu'il allait mourir, je peux imaginer qu'il voulait se présenter sous son meilleur jour pour retrouver cette compagne qui venait dans son œuvre par les miroirs. C'est-à-dire la mort. La mort. Jean Cocteau avait donc tout prévu, sauf l'impensable, mourir avec Édith Piaf. Plus qu'un scoop, c'est un véritable coup de tonnerre dans la vie culturelle française. Piaf, Cocteau meurt le même jour, il est 20h, tu es présentateur du JT, qu'est-ce que tu fais? Je me dis un truc affreux que se disent tous les journalistes, c'est mon journal va être génial. D'accord? C'est-à-dire que c'était bon, c'est affreux à dire, mais bon, tout le monde se dit ça. C'est bon, voilà. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que je fais? Eh ben, je te dis, la France est en double deuil aujourd'hui parce que, et je fais en numéro 1 évidemment Piaf parce qu'elle est plus populaire, parce qu'elle est plus connue, et en numéro 2 Cocteau, avec en plus cette... Donc c'est Piaf qui gagne. Oh bah, disons qu'en termes, quand on fait un journal télévisé, qu'on veut parler au plus grand nombre, on parle d'abord de Piaf. La mort de Piaf a-t-elle déclenché la mort de Cocteau? Une chose est sûre, c'est qu'elle l'a clairement éclipsé. Le 14 octobre, Édith Piaf est emportée par la foule vers le cimetière du Père-Lachaise. 100 000 personnes l'accompagnent. 2 jours plus tard, 5 000 personnes feront leurs adieux à Jean Cocteau avant qu'il ne rejoigne la chapelle qu'il avait décorée de sa main à Milly-la-Forêt. Cette chapelle, Saint-Blaise-des-Simples, où il repose aujourd'hui avec son dernier compagnon, Édouard d'Hermite. François Cocteau est enterré ici, avec son amoureux, c'est quand même hallucinant, c'est incroyablement plus que moderne, je savais même pas que c'était possible. Alors ça, c'est un aspect très important de la vie de Cocteau et de l'œuvre et de ce qu'il nous laisse, en fait, c'est son rapport à l'homosexualité. C'est quelqu'un qui n'a jamais proclamé son homosexualité parce qu'on ne faisait pas comme ça, il n'y avait pas de coming out, etc. Mais c'est quelqu'un qui a toujours vécu ses amours homosexuels de manière libre, ouverte et publique. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a laissé des grandes images de couple. Quand il va quelque part, il arrive avec Jean Marais. Quand il est à la télé, il est avec Jean Marais. Quand il parle de Jean, etc. Puis après, il parlera d'Édouard d'Hermite, qui est son dernier compagnon. Et cette chose-là, curieusement, paraît très naturelle pour le grand public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une crispation par rapport à ça. L'une chantait l'amour, l'autre jouait avec la mort. Mais c'est ensemble qu'ils ont traversé le miroir, comme un dernier geste poétique, une dernière œuvre d'art, signée Jean Cocteau et Édith Piaf.
Un empereur surpuissant qui pensait dominer la religion et deux grands artistes que même la mort a refusé de séparer. La belle histoire s'achève en vous laissant méditer sur les limites, les forces de l'esprit. La prochaine fois, un lieu, deux histoires. À bientôt.